Les barbiers au Moyen-Âge étaient les maîtres du multitâche. Bien qu'il soit vrai que de nombreuses opérations chirurgicales au Moyen-Âge étaient effectuées par les barbiers chirurgiens, ces précurseurs du vieux coiffeur, avec ses peignes et son bocal de liquide bleu, faisaient bien plus que se contenter d'inciser les gens. Aujourd'hui, nous allons donc jeter un œil aux pratiques bizarres et sanglantes des barbiers médiévaux. Préparez-vous pour un rasage au plus près de l'histoire. Peut-être que la meilleure description des barbiers médiévaux vient d'une inscription sur une gravure sur bois du XVIe siècle, réalisée par l'artiste allemand Juste de Man, présentée à la première personne par un homme exerçant ce métier. On m'appelle partout. Je prépare de nombreux onguents curatifs et soigne blessures, fractures et affections chroniques. La syphilis, la cataracte, la gangrène, j'arrache les dents, je rase, je lave et je coupe les cheveux. J'aime aussi pratiquer la saignée. Même si cela peut ressembler au pire profil Tinder jamais écrit, ce n'est pas faux. Les barbiers médiévaux faisaient tout cela et étaient vus comme des experts, bien que leur méthode soit souvent douteuse. Par exemple, autrefois, les barbiers médiévaux versaient de l'huile bouillante dans les blessures par balles afin de les cautériser. Ce qui ressemble un peu à conduire une voiture dans un lac parce que le voyant du moteur s'est allumé. Puis un jour, un célèbre barbier chirurgien français nommé Ambroise Paré s'est rendu compte à quel point l'huile bouillante était inutile pour traiter les blessures. Comment a-t-il fait cette découverte ? Eh bien, lors de la bataille de Turin en 1536, Ambroise Paré est tombé à court d'huile et a été obligé d'improviser. Il a préparé une pommade avec des jaunes d'œufs, de l'huile de rose, sûrement pour l'odeur, et de la térébenthine, utilisant tout ce qu'il avait. Après une nuit blanche sur le champ de bataille, Ambroise Paré découvrit que sa pommade improvisée était bien plus efficace que l'huile bouillante. Honnêtement, tout sauf une seconde balle aurait mieux valu dans une blessure par balle. Selon Paré, il a rendu visite à tous ses patients et a découvert que tous ceux qui avaient été traités avec sa drôle de pommade, contrairement à ce qu'il pensait, s'en sortaient mieux que ceux qui avaient reçu le traitement traditionnel à l'huile bouillante. Il a écrit que chaque patient qu'il avait traité avec la pommade avait bien dormi et que leurs blessures n'étaient ni enflammées ni tuméfiées. En revanche, ceux traités avec l'huile bouillante classique avaient de la fièvre, de fortes douleurs et des zones enflées autour des blessures, comme si on les avait aspergées d'huile bouillante. Après avoir répété la procédure sur plusieurs autres, Paré a conclu que ni lui ni personne d'autre ne devrait jamais cautériser une blessure par balle. Paré a ensuite recommandé aux médecins de soigner les blessures avec douceur, une innovation qui perdure aujourd'hui. Je suis assez sûr que cela n'inclut plus la térébenthine ni les jaunes d'œufs. Les barbiers pratiquant de petites chirurgies au Moyen-Âge proposaient parfois un anesthésique sous la forme de ce qu'on appelait une éponge soporifique. C'était une forme primitive de chloroforme fabriquée en trempant une éponge de mer dans un mélange contenant des ingrédients comme la ciguë, la mandragore, le lierre, l'hyoscyamine, le jus de mûre et l'opium, entre autres. Je ne suis ni médecin ni même barbier médiéval, mais il me semble que c'est surtout l'opium qui fait le gros du travail ici. Aussi, je suis presque sûr que la ciguë est toxique, mais bon, c'est la fête. L'éponge est censée être complètement séchée au soleil pendant la canicule jusqu'à ce que tout le liquide se soit évaporé. Quand le barbier devait assommer quelqu'un, il réhydrait l'éponge en la trempant dans l'eau, puis la plaçait sous le nez du patient. Certains historiens ont suggéré que le contenu de l'éponge était destiné à être bu, ce qui aurait été un breuvage bien raide. Vous l'avez ? Raide ? Parce que ça pourrait sûrement vous tuer ? D'accord, passez-moi l'éponge. Au lieu de médecins diplômés d'université, ce sont de simples barbiers qui, au Moyen-Âge, étaient chargés de retirer les calculs rénaux, et ils le faisaient souvent devant un public, ce qui donne vraiment une ambiance de séance de matinée en semaine, au terme amphithéâtre opératoire. Voyageant de ville en ville avec une table spéciale de lithotomie, les barbiers talentueux réalisaient cette simple intervention en quelques minutes seulement, en public, afin de promouvoir leur service. Certains barbiers étaient de simples bonimenteurs voulant s'enrichir vite. Ces soi-disant tailleurs de la pierre, quelle image saisissante, étaient lourdement sanctionnés si leur intervention ne se déroulait pas comme prévu. Il était impensable de laisser quelqu'un sans formation médicale opérer en public. La saignée et le recours aux sangsues sont ce que la plupart des gens associent à la médecine médiévale archaïque. Et cette association tient la route, les gens du Moyen-Âge aimaient indéniablement une bonne saignée. Mais saviez-vous que les gens du Moyen-Âge pensaient que la saignée était un remède universel qui pouvait guérir à peu près tout et n'importe quoi ?
C'est la raison pour laquelle les barbiers pratiquaient la saignée plus que toute autre chose. Pour eux, la saignée réglait tout, un peu comme le robitussin, sauf que ce dernier ne vous transperçait pas une artère principale. Un manuel médical médiéval affirmait même « La saignée clarifie l'esprit, renforce la mémoire, nettoie les intestins, assèche le cerveau, réchauffe la moelle, aiguise l'ouïe, retient les larmes, favorise la digestion, donne une voix musicale, chasse l'insomnie, éloigne l'anxiété, nourrit le sang, le débarrasse des substances toxiques et donne une longue vie. Ça a l'air plutôt bien. Je suis partant. Le livre dit aussi que la saignée soigne douleurs, fièvres, maladies et rend l'urine claire, ce que tout le monde apprécie, selon moi. Bien sûr, en réalité, la saignée ne fait rien de tout cela, et elle peut même s'avérer fatale, ce que les amateurs d'histoires insolites qui ont vu l'épisode sur la mort et la tentative de résurrection de George Washington savent très bien. Mais son inefficacité totale en tant que traitement n'a pas empêché certains médecins de la recommander pour soigner la pneumonie aussi tard qu'en 1942, c'est exact. Certains médecins prescrivaient encore une bonne vieille saignée l'année où Bambi est sorti au cinéma. Les barbiers médiévaux vantaient leur maîtrise de la saignée en exposant des bols de sang humains dans la vitrine de leur boutique, s'inspirant ainsi de Dan Draper. Si les bols de sang attiraient de nouveaux clients comme chiens errants et créatures surnaturelles, les Londoniens y réagissaient mal. Le sang finissait par coaguler et pourrir, poussant les citoyens à réclamer une loi contre ces expositions. La loi fut adoptée en 1307 avec la formulation suivante: aucun barbier ne devra être assez audacieux ou téméraire pour exposer du sang à sa fenêtre. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est du sarcasme médiéval. Les barbiers étaient un peu vexés par le tollé public. Pour eux, ces expositions étaient un moyen pratique de recycler le sang non désiré, et s'ils ne pouvaient ne pas l'utiliser à des fins promotionnelles, qu'étaient-ils censés faire du sang? Le jeter? En fait, oui. Les législateurs, préoccupés par la santé publique et la salubrité, ont suggéré aux barbiers de jeter leurs vieux bols de sang dans la Tamise. Nouvelle preuve que la Tamise n'a jamais été sûre pour se baigner. Comment les barbiers faisaient-ils leur pub après l'interdiction des bols de sang en 1307? Certains historiens estiment que c'est alors que la pratique d'enrouler un chiffon ensanglanté autour d'un poteau devant la boutique a débuté, préfigurant l'image bien plus sage de l'enseigne de barbier moderne. Croyez-le ou non, l'urine humaine a ses usages comme agent nettoyant, même si vous n'allez probablement pas la voir sur les étagères de Target de sitôt. Les Romains le savaient. En fait, ils recyclaient même leur urine pour rendre leur toge plus propre. Et ça marchait. Vraiment, l'ammoniac fait des merveilles. Les barbiers du Moyen-Âge le savaient aussi, et utilisaient même de l'urine vieillie, appelée iatonium, comme shampoing pour leurs clients. La question de savoir si l'on pouvait apporter de chez soi sa propre urine du cru reste débattue parmi les historiens. Sans doute, certains d'entre vous se demandent si se laver les cheveux avec de l'urine vieillie est une astuce pratique pour économiser sur le shampoing. Eh bien, certaines personnes de notre époque ont tenté l'expérience. Et de manière générale, il paraît que se rincer les cheveux avec de l'urine les rend soyeux et brillants, mais que toute la procédure laisse quand même une odeur d'urine sur la tête. Un document de 1499 détaillant les affaires de la Guilde des barbiers d'Oxford mentionne les albasters, un terme obscur qui a d'abord déconcerté les éditeurs des Tome Records of Medieval Oxford. Des recherches ultérieures ont montré que les barbiers médiévaux les plus pauvres ne pouvaient pas se permettre beaucoup de savon à raser et utilisaient parfois la mousse de bière sur le visage de leurs clients. Oui, ils utilisaient la mousse de bière comme crème à raser pour donner au visage cette fraîcheur de torchon de bar. Pourquoi Axe, Old Spice ou même Anheuser-Busch n'ont-ils pas ressuscité cette tendance reste encore un des mystères de l'histoire. Maintenant, prends cette Michelob et fais bien mousser. Beaucoup de barbiers médiévaux étaient aussi chandeliers. Pouvaient-ils être plus médiévaux? Malheureusement, cela n'a rien à voir avec les sitcoms des années 90. Dans ce sens, un chandelier était simplement un autre nom pour un fabricant de bougies. Pourquoi les barbiers fabriquaient-ils des bougies? Eh bien, les chandeliers et les barbiers utilisaient tous les deux énormément de cire. Les barbiers l'utilisaient comme base pour les onguents, et les chandeliers en avaient évidemment grand besoin pour fabriquer des bougies. Parfois, les barbiers effectuaient une procédure étrange, utilisant de la cire pour créer un modèle des organes malades d'un patient. Ils exposaient ensuite l'organe en cire dans un sanctuaire pour invoquer le divin et soulager la souffrance du patient. Sinon, ils fabriquaient une bougie en forme de membre.
qu'ils brûlaient dans un sanctuaire pour les patients souffrant de problèmes de bras ou de jambes comme la gangrène. Même si cela était courant à l'époque, si votre barbier brûle une effigie en cire de vos genoux, il vaut mieux changer de barbier ou de genou. Au Moyen Âge, les barbiers étaient aussi dentistes, car toute personne utilisant des instruments pointus était vue comme praticien généraliste. Comme pour leurs compétences médicales, certaines de leurs techniques dentaires étaient modernes, mais aussi très primitives. D'abord, le barbier grattait vos dents avec des cure-dents et du tissu. D'accord, jusqu'ici tout va bien. Mais pour blanchir les dents, le barbier utilisait quelque chose appelé aqua fortis ou eau forte. C'est un bon nom, ça sonne puissant. Cependant, l'aqua fortis était en fait de l'acide nitrique très corrosif qui nettoiera vos dents selon une définition très large du mot « nettoyer ». En fait, cela accomplissait bien la tâche pour laquelle on l'utilisait. Un historien affirme que les dents étaient plus blanches après, uniquement parce que l'acide rongeait l'émail et détruisait la dent de l'extérieur vers l'intérieur. Avec le bain de bouche acide et le shampoing à l'urine, on se dit qu'il valait mieux ne rien confier aux barbiers médiévaux. Pendant une longue période au Moyen Âge, les barbiers, pour une raison quelconque, ne recevaient pas le même respect que les moines médecins diplômés de l'université. Je me demande bien pourquoi. Les médecins et chirurgiens de l'époque ne s'abaissaient généralement pas à pratiquer des actes comme la saignée, l'extraction de calculs rénaux ou de dents. De plus, le pape avait interdit formellement aux médecins d'effectuer certaines procédures comme la saignée. Cela signifiait que les barbiers étaient souvent chargés des tâches ingrates et désagréables. De plus, les barbiers étaient appelés à effectuer le travail sanglant de la dissection, tandis qu'un médecin ou un anatomiste les guidait étape par étape. Le médecin André Vézal, qui a vécu de 1514 à 1564, a contribué à bouleverser ce statu quo, comme une canette de bière à raser. Lors de sa deuxième conférence d'anatomie seulement, il a soutenu que l'anatomiste serait mieux servi en effectuant lui-même le travail. Vézal a pris le scalpel du barbier et n'est jamais revenu en arrière. C'était un homme d'action qui faisait ce qu'il jugeait nécessaire. Il a même volé des cadavres de criminels exécutés pour s'entraîner. Ce travail paraît peu agréable. Je connais des barbiers qui pourraient t'aider. Tu imagines qu'être un paysan médiéval, ça devait puer, mais sais-tu à quel point ça sentait mauvais ? La propreté au Moyen Âge était rudimentaire par rapport à aujourd'hui, mais l'hygiène médiévale existait tout de même. Ils n'avaient peut-être pas de plomberie intérieure, de shampoing ou de salon de manucure, mais ils faisaient avec ce qu'ils avaient, ce qui, dans la plupart des cas, n'était pas grand-chose. Si vous pensez que posséder plus d'un ensemble de vêtements est un luxe, disons simplement que vous seriez parfaitement à votre place. Aujourd'hui, nous allons explorer « C'est quoi cette odeur ?» Ce sont juste les habitudes d'hygiène des paysans médiévaux. L'hygiène en Europe médiévale était un défi constant. Les déchets abondants et leur mauvaise gestion favorisaient les maladies. Ces déchets favorisaient la prolifération de vermines, puces et poux, provoquant maladies et pestes. Au Moyen Âge, l'hygiène reposait sur des lavages fréquents et l'usage d'herbes ou fleurs pour repousser nuisibles et parfumés. Si vous aimez les bains tièdes et sales dans peu d'eau, prenez une machine à remonter le temps jusqu'à l'époque médiévale. Alors que de nombreuses personnes de la haute société pouvaient se baigner dans des baignoires avec de l'eau chaude et que beaucoup de gens de la classe moyenne utilisaient les bains publics, les paysans devaient se contenter de bien moins. Comme il n'y avait pas d'eau courante et que les paysans devaient transporter l'eau des puits ou des rivières jusqu'à leur maison à la main, se baigner demandait beaucoup de travail. Beaucoup de gens devaient se laver avec une petite quantité d'eau et celle-ci n'était souvent pas chauffée, donc ceux qui n'avaient pas d'endroit approprié chez eux se lavaient à l'extérieur. Beaucoup de paysans effectuaient des travaux manuels toute la journée. Le bain enlevait saleté, sueur et aidait à éviter poux et puces. Ils n'utilisaient pas toujours de savon, mais quand c'était le cas, c'était souvent une solution alcaline comme un mélange de sel et de chaux. Comme le bain exigeait beaucoup de travail, certains paysans choisissaient de ne pas se laver. Les rares privilégiés des châteaux utilisaient des toilettes formées d'un banc percé au-dessus d'une fosse d'aisance. Les paysans n'avaient pas ce privilège. C'est exact, un banc avec un trou pour les besoins était considéré comme le summum du luxe. À la place, les classes inférieures utilisaient des latrines extérieures et devaient souvent les partager avec la communauté. Ceux qui n'avaient pas accès à des latrines utilisaient des pots de chambre, et si les pots de chambre étaient trop chers pour eux, ils utilisaient des seaux d'aisance. Les gens vidaient leurs pots de chambre et seaux d'aisance dans des fosses d'aisance ou la rivière.
Les paysans médiévaux utilisaient paille, herbe, mousse ou foin pour s'essuyer au lieu de papier toilette. Prenons un instant un peu gênant pour évoquer ces fosses d'aisance où l'on jetait ses déchets corporels. En plus d'uriner et de déféquer, les gens jetaient aussi leurs ordures dans ces fosses, aggravant ainsi la puanteur. Peux-tu imaginer si ton travail était de nettoyer ces fosses remplies d'ordures et de fumier ? Eh bien, c'était le travail de quelqu'un et ce malchanceux devait faire de son mieux pour en vider le plus possible. Malgré tout, les fosses d'aisance fuyaient fréquemment, contaminant l'eau souterraine et le sol. Vous détestez faire les magasins ? Devenez paysan médiéval et vous n'aurez pas à vous soucier d'avoir plus d'une tenue. Les paysans portaient plus souvent plusieurs couches. Les vêtements en lin étaient portés directement sur la peau, avec des habits en laine plus épais par-dessus. Les gens savaient que laver leurs vêtements éloignait les parasites, et l'étiquette recommandait de changer de sous-vêtements chaque jour, mais cela restait souvent impossible pour les paysans. Si vous aviez la chance d'avoir plusieurs tenues, vous changiez de vêtements chaque semaine pendant que l'autre était lavé. Les paysans qui ne pouvaient pas se permettre d'envoyer leurs vêtements chez une blanchisseuse professionnelle faisaient leur lessive eux-mêmes, lavant leurs habits dans la rivière, généralement avec du savon à la soude. Malheureusement, les rivières médiévales étaient souvent polluées par les déchets humains, les ordures et le ruissellement des déjections animales dans les rues. Pour les gens du Moyen-Âge, en particulier les paysans, lutter contre les puces et les poux faisait partie de la vie quotidienne. Les parasites étaient si courants que les fabricants de peignes ont ajouté des dents plus fines pour permettre aux utilisateurs d'enlever saleté et poux en se coiffant. Remerciez les paysans médiévaux infestés de poux pour l'invention de votre peigne à dents fines. Autrefois, on utilisait souvent les doigts et on s'épouillait en groupe. Aussi étrange que cela paraisse, les groupes d'épouillage étaient une activité sociale chez les paysans. Nous ressemblons aux bonobos. Bien que cela fût difficile, les paysans au Moyen-Âge aimaient rester aussi propres que possible. Non seulement le fait de rester propre était un signe de fierté dans cette culture, mais beaucoup le considéraient aussi comme une question de savoir-vivre. L'étiquette populaire recommandait de se laver le visage et les mains au réveil, puis de continuer à se laver les mains tout au long de la journée. Même les paysans pouvaient le faire, car cela demandait peu d'eau, qu'ils devaient transporter avec effort jusqu'à chez eux. Puisque les paysans n'avaient pas d'ustensiles et mangeaient donc avec les mains, il était particulièrement important de se laver les mains avant et après le repas. Les matelas en mousse à mémoire de forme sont excellents, mais les lits en paille sont tout aussi bons, non ? Les lits en paille étaient relativement confortables et offraient une bonne isolation aux paysans médiévaux. Bien que les paysans changeaient parfois la paille à l'intérieur de leur matelas, beaucoup ne la remplaçaient pas assez souvent, et les insectes ainsi que les vermines attirées par la paille restaient présents pendant de longues périodes. Les paysans avec ce type de matelas souffraient souvent de punaises de lit, ainsi que de puces, de poux et de rats dans la paille. Pour y remédier, les gens mélangeaient des fleurs parfumées et des herbes telles que menthe, camomille et lavande à la paille. S'ils en avaient les moyens, les paysans avaient aussi des draps en lin et des couvertures en laine pour se couvrir pendant leur sommeil. Quelques années avant l'invention des coupes menstruelles, il était évidemment difficile d'avoir ces règles à l'époque de la paysannerie médiévale. On sait peu sur le sujet, mais les historiens estiment que les femmes utilisaient divers objets pendant leurs règles, notamment des chiffons déchirés. Certaines théories avancent que des femmes utilisaient des bandes de tissu autour d'une branche comme tampon ou de la mousse absorbante comme serviette hygiénique. Certaines femmes ne faisaient rien et saignaient sur leurs vêtements. Les autorités religieuses associaient la honte aux menstruations, poussant beaucoup à les dissimuler. Elles portaient peut-être sur elles des herbes ou des fleurs parfumées pour masquer les odeurs. Mais étant donné que les femmes médiévales ne vivaient pas longtemps et que beaucoup de paysannes menaient une vie difficile, faite de labeur intense et de peu de nourriture, il est tout à fait possible qu'elles aient eu moins de règles au cours de leur courte vie que les femmes d'aujourd'hui. Faute de brosse à dents, les paysans utilisaient des brindilles pour se laver les dents. Miam. Ils utilisaient souvent de petites branches de noisetier. Certaines frottaient de la laine sur leurs dents et se rinçaient à la bouche à l'eau. Ceux qui en avaient les moyens mélangeaient des ingrédients comme le sel et la sauge pour former une pâte afin de rafraîchir la laine et de blanchir les dents. Les paysans, ayant peu de sucre dans leur alimentation à cause de leurs moyens, avaient peu de caries. Toutefois, le pain fait avec de la farine moulue à la meule qu'ils consommaient usait leurs dents. Si l'hygiène dentaire d'un paysan n'était pas suffisante et qu'il développait un problème dentaire, il devait se faire arracher la dent. Au lieu d'un dentiste, ce sont les barbiers qui réalisaient la plupart des soins dentaires.
Comme il n'y avait pas d'anesthésie disponible, les patients se saoulaient avant de se faire soigner les dents. Qui a besoin de couverts quand on peut saisir sa nourriture sale avec ses mains sales et la croquer avec sa bouche sale? Le régime alimentaire des paysans médiévaux se composait principalement de ce qu'ils pouvaient cultiver sur leurs terres. Des haricots, des céréales, des légumes et des oignons. La proximité d'un paysan avec une fosse d'aisance ou une source d'eau contaminée pouvait souiller la terre utilisée pour cultiver la nourriture et l'eau servant à préparer les repas avec des déjections humaines ou animales. Sans réfrigération, il était impossible d'avoir des légumes frais en hiver et les céréales ou légumes racines stockés pouvaient pourrir ou être infestés de vermine. Les champignons pouvaient contaminer les céréales si on n'était pas vigilant, entraînant maux d'estomac, diarrhée ou maladies dues à la nourriture avariée. La viande était un luxe que beaucoup de paysans ne pouvaient pas se permettre, mais s'ils parvenaient à gagner assez pour en acheter ou à abattre un de leurs propres animaux, ils devaient sécher la viande avec du sel, sinon elle pourrissait. Si les récoltes échouaient et le temps était mauvais, ces paysans risquaient de mourir de faim. La médecine n'était pas le point fort des paysans ni des médecins médiévaux, quelle que soit leur confession. Les médecins à l'époque médiévale ont adopté la théorie des humeurs et ont établi des liens entre les organes du corps, les saisons, les éléments et les tempéraments. On pensait que la maladie survenait quand le corps était déséquilibré et que les parasites naissaient à l'intérieur, causant ce déséquilibre. Les médecins ont suggéré que limiter certains aliments, comme les fruits, pourrait empêcher le corps de produire des poux. Ils n'avaient pas compris que la mauvaise gestion des déchets et le manque d'hygiène attiraient les parasites chez certains. Peu importe combien de fois on se lavait les mains, l'ignorance du lien entre saleté, infestation et maladie exposait tous aux parasites et maladies. Les miroirs, objets de luxe, étaient alors fabriqués en verre doublé de plomb ou en métal poli, mais il était difficile d'y voir une image claire. La vanité était clairement une affaire de riches au Moyen-Âge. Les miroirs étaient souvent petits, beaucoup d'hommes allaient donc chez le barbier pour se raser chaque semaine. Beaucoup de paysans ne pouvaient pas se permettre de payer quelqu'un pour se faire raser, et certains ne possédaient même pas de miroir, donc beaucoup décidaient de ne pas se raser du tout, ce qui faisait de la plupart des villages médiévaux de véritables villages de barbus. Les paysans médiévaux vivaient constamment entourés de bactéries et de parasites, au point de recourir régulièrement à des remèdes à base de plantes pour s'en débarrasser. Certains utilisaient des objets du quotidien comme du pain enduit de colle avec une bougie plantée au centre pour attirer les puces qui infestaient les lits. D'autres remèdes comme laver les cheveux à l'eau salée ou respirer de la lavande contre les lentes de poux étaient inefficaces. Si la drôle de tartine à la colle ne fonctionnait pas, les gens essayaient parfois la fumée et la vapeur pour se débarrasser des soi-disant vers dentaires et des acariens. Ils brûlaient des graines de camomille et respiraient la fumée ou exposaient les membres infectés à la vapeur. Pour se débarrasser des vers d'oreille, des parasites inexistants mais largement considérés comme réels, les médecins versaient des médicaments amers dans les oreilles des gens. Ils utilisaient aussi des herbes amères pour éliminer les parasites ailleurs. Cependant, les herbes causaient une terrible diarrhée. Bref, c'était un désastre. Si un patient vomissait ou avait des selles douloureuses, les médecins pensaient qu'il était maudit. Dans le monde médiéval, les rencontres avec les monarques n'étaient pas réservées uniquement à la noblesse. Même si cela paraît surprenant, le peuple pouvait parfois rencontrer ses seigneurs. Aujourd'hui, découvrons à quoi ressemblait vraiment la rencontre entre le peuple et les rois et reines au Moyen-Âge. Je suis un peu nerveux, ces chaussures font l'affaire, et mes cheveux, la vidéo commence. Vous pensez probablement que nous avons écrit cette carte à l'envers. C'est sûrement le mendiant qui devait laver les pieds des membres de la royauté, non? Eh bien non. Les rois et reines, puisant leur autorité de la religion, accomplissaient souvent des rituels religieux, comme le lavage des pieds des mendiants. Le rituel était exactement ce que vous imaginez. Un roi ou une reine lavait littéralement les pieds d'un mendiant. Ce rituel était adapté de l'histoire biblique où Jésus lavait les pieds de ses disciples. Les membres de la royauté européenne, allant d'Édouard II d'Angleterre à Maria de Luna d'Aragon, accomplissaient généralement ce rituel autour de Pâques. Dans ces cas, le peuple servait de figurant lors des démonstrations royales de piété et de dévotion. Il n'existe aucune trace indiquant s'il y avait un prestige particulier à ce que le roi vous lave les pieds, mais on aime imaginer que c'était le cas.
Les rois médiévaux revendiquaient souvent une autorité divine et aimaient exhiber leur pouvoir donné par Dieu en guérissant les malades. Un rituel royal, appelé le toucher des écrouelles, était pratiqué du XIe au XVIIe siècle environ. Des personnes atteintes de scrofule, une maladie lymphatique, faisaient la queue devant leur monarque pour guérir. La scrofule était alors connue sous le nom de mal du roi, car on considérait que c'était un mal que seul un roi pouvait guérir. Le roi ou la reine posait ses mains sur la personne et lui remettait une pièce spécialement fabriquée. Théoriquement, la personne était alors guérie. Ou avoir la chance de jouer à Super Pac-Man. Le roi Édouard le Confesseur d'Angleterre est souvent crédité d'avoir lancé ce rituel au XIe siècle. Édouard s'est occupé d'une femme souffrant de scrofule en plongeant ses mains dans un récipient d'eau et en utilisant ses doigts pour asperger le visage de la femme ainsi que les zones infectées par la contagion. Il répétait ce geste tout en faisant le signe de croix. Ce procédé permettait d'assouplir les parties malades et de décoller les croûtes. Ensuite, des vers sortaient de plusieurs ouvertures, accompagnés, et je cite, d'une matière beaucoup plus sanglante. Le roi retirait alors la matière avec sa main jusqu'à avoir éliminé toute l'infection. Il payait ensuite pour ses soins jusqu'à ce qu'elle retrouve la pleine santé. Pour ce que ça vaut, le témoin affirmait que le procédé fonctionnait, disant « Dieu a effacé toute sa laideur et l'a façonné avec une douce beauté. J'aimerais bien ça pour ma mutuelle. » L'idée qu'Édouard puisse guérir la femme laissait penser qu'il communiquait directement avec Dieu, une croyance que la plupart des monarques aimaient répandre au Moyen-Âge. Bien que la pratique ait duré des siècles, tous les monarques n'y ont pas participé. Guillaume d'Orange, par exemple, doutait de sa capacité à guérir quoi que ce soit. Les rencontres entre sujets ordinaires et souverains pouvaient être politiques. En effet, une telle rencontre eut lieu en 1381 sur fond de ce qu'on appelle la révolte des paysans, un soulèvement politique et économique en Angleterre. Le roi Richard II rencontra le chef du mouvement, Wat Tyler, le 15 juin 1381. La rencontre ne se passa pas bien. Le Lord Maire de Londres attaqua Tyler qui riposta contre son agresseur. Tyler fut arrêté et exécuté ce jour-là. Si le fait qu'un simple roturier ait été le seul à y laisser la vie après cette rencontre ne vous surprend pas, nous non plus. Les relations entre les membres de la royauté et les roturiers semblent tout droit sorties de romans d'amour, mais elles arrivaient parfois. Les rois et les reines prenaient non seulement des amants sans titre, mais parfois ils épousaient même des roturiers. Prenez par exemple le roi Édouard IV d'Angleterre, qui a eu plusieurs relations amoureuses avec des roturières. Sa maîtresse Jeanne Shore était assez aisée, surtout selon les critères de la fin du Moyen-Âge. Mais elle n'avait pas de titre, ce qui faisait d'elle, techniquement, une simple roturière très riche. L'épouse d'Édouard, Élisabeth Woodville, était officiellement une roturière elle aussi. L'événement le plus public d'un monarque médiéval était l'entrée royale dans les villes, et les responsables civiques ainsi que les artisans jouaient souvent des rôles clés dans ces processions. Selon le chroniqueur médiéval Jean Froissart, lorsqu'Isabelle de Bavière, l'épouse royale du roi Charles VI, entra à Paris en 1389, pas moins de 1200 citoyens parisiens participèrent au spectacle. Les roturiers riches et de haut rang pouvaient obtenir une audience ou du moins une présentation auprès du monarque lors de ses visites royales. Ces entrées royales étaient des spectacles grandioses. Les villes et les cités étaient doparées d'apparats et pouvaient même d'accueillir des spectacles de rue. Les roturiers avaient même droit à de l'alcool gratuit, ce qui rendait ces événements très populaires. En fait, lors du cortège d'Isabelle, Froissart se souvient qu'une fontaine près de Saint-Denis avait été réaménagée pour marquer l'occasion. Au lieu d'eau, elle coulait en grands flots de clairet, un excellent piment pour tous ceux qui voulaient boire. Les Français savent faire la fête. Le roi Louis IX de France, qui a régné de 1226 à 1270, prenait ses devoirs très au sérieux. Il ne se contentait pas d'accorder des audiences quotidiennes aux gens du peuple, il allait aussi à la rencontre du peuple dans un cadre égalitaire. En fait, Louis tenait régulièrement une cour pour les gens du peuple sous un chêne à Vincennes. Ce geste lui permettait d'interagir directement avec ses sujets, quel que soit leur rang dans la hiérarchie sociale de la France médiévale. C'est un peu comme un président américain moderne organisant une réunion publique,
C'était plutôt sympa pour un roi français. Les cérémonies et rituels royaux dépendaient parfois de la participation des gens du peuple, même si c'était souvent simplement pour servir de figurants afin que les membres de la royauté puissent plus se mettre en valeur. Par exemple, lors de certaines occasions importantes, comme les mariages, les couronnements ou les cérémonies religieuses, les rois et les reines montraient leur piété en distribuant des aumônes aux pauvres. Bien que de nombreux monarques fassent distribuer ces aumônes par des intermédiaires, certains y participaient personnellement. Le roi Ladislas Ier de Hongrie, par exemple, distribuait lui-même des aumônes devant une basilique au XIe siècle. Être un souverain médiéval signifiait en partie accorder des audiences à leurs sujets, principalement pour que ces derniers puissent se plaindre de diverses choses. Un souverain qui devait participer à de telles audiences était le roi Charles V de France, qui a régné de 1364 à 1380. La chroniqueuse médiévale Christine de Pisan a consigné les journées bien organisées de Charles, y compris ses réunions quotidiennes avec les gens du peuple pour entendre leurs pétitions et leurs doléances. Selon Christine de Pisan, Charles rencontrait les gens du peuple après avoir assisté aux offices religieux. À sa sortie de la chapelle, toutes sortes de personnes, riches ou pauvres, dames ou jeunes filles, veuves ou autres ayant des problèmes, pouvaient lui présenter leurs requêtes et il s'arrêtait très aimablement pour écouter leurs supplications. On dit que Charles répondait généralement avec charité à ceux dont les demandes étaient raisonnables ou émouvantes, tandis que les cas plus douteux étaient en fait confiés à un maître des requêtes pour examen. Au Moyen Âge, les monarchies européennes sont devenues plus étroitement liées à la religion. Les rois et les reines étaient souvent considérés par leurs sujets comme des êtres quasi divins et ils exigeaient généralement d'être traités en conséquence. Ainsi, certains actes étaient interdits aux sujets devant leur monarque. Prenez Wat Tyler, mentionné plus tôt. Vous vous souvenez de lui? Le roturier qui a mené la révolte des paysans en Angleterre n'a pas respecté l'étiquette lors de sa rencontre avec le roi Richard II. Selon le chroniqueur Jean Froissart, Tyler demanda qu'on lui apporte une carafe d'eau pour se rincer la bouche, et lorsqu'on la lui apporta, il se rinça la bouche d'une manière très grossière et répugnante devant le roi. Le chef paysan a également dégainé son poignard en présence du roi. Le comportement apparemment grossier de Tyler devant son roi, désigné par Dieu, fut suffisant pour pousser le lord maire à le frapper. Eh bien, vous savez comment les choses se sont passées après cela. Les rois et les reines entretiennent généralement des liens avec les communautés religieuses par le biais du mécénat. Ainsi, les abbayes et monastères recevaient richesses, cadeaux et privilèges de la maison royale. Mais sans surprise, la richesse et le prestige associés au mécénat royal n'étaient pas gratuits. Les rois et reines comptaient sur l'accueil des abbayes et monastères lors de leur voyage, ce qui imposait souvent des charges financières et logistiques aux communautés religieuses. Les rois et reines médiévaux étaient théoriquement chargés de faire appliquer la loi du royaume, mais ils comptaient de plus en plus sur des agents itinérants pour rendre la justice. En d'autres termes, des représentants de la couronne parcouraient le royaume et supervisaient les procès au nom du monarque. Cependant, les membres de la famille royale supervisaient personnellement certains procès, généralement les plus retentissants impliquant des aristocrates et des fonctionnaires. Mais ce n'était pas toujours le cas. Louis IX de France, par exemple, a servi de juge pour des procès accessibles à tous. Comme l'a raconté Jean de Joinville au XIIIe siècle, ceux qui avaient une affaire à présenter pouvaient y venir parler à Louis IX sans être empêchés par un huissier ou toute autre personne. Selon Joinville, le roi demandait si quelqu'un avait une affaire à régler et toute personne concernée se levait. Le roi assurait alors à tous ceux qui étaient debout qu'ils seraient entendus à leur tour. Il confiait ensuite la suite de la procédure à ses officiers pour qu'ils règlent l'affaire. Cependant, s'il remarquait quelque chose à corriger dans ce qui était dit par ceux qui parlaient en son nom ou au nom de quelqu'un d'autre, il intervenait lui-même pour apporter les ajustements nécessaires. La royauté médiévale ne se limitait pas au mariage et lavement de pieds, elle se définissait aussi par la prouesse militaire. En effet, les rois qui menaient personnellement leurs troupes au combat étaient souvent vénérés à travers l'Europe. Parmi les rois guerriers les plus célèbres figuraient Robert Bruce d'Écosse et Henri V d'Angleterre. Cela dit, mener personnellement des troupes au combat était extrêmement risqué, donc même en combattant, les rois étaient entourés d'un groupe d'élite de chevaliers et de serviteurs pour une protection supplémentaire. Malgré cela, il arrivait tout de même que des rois tombent de temps en temps. Richard Ier d'Angleterre, célèbre sous le surnom de Cœur de Lion pour sa bravoure royale, a été abattu par une arbalète alors qu'il dirigeait un siège en France. Richard III a également été tué sur le champ de bataille.
Contrairement à Tom Petty, ce n'est pas toujours bon d'être roi. Il n'est peut-être pas surprenant que les Européens médiévaux aient eu de grandes célébrations de Noël. Cependant, les festins de Noël médiévaux étaient bien plus qu'un simple repas. C'étaient des occasions de préparer les plats médiévaux les plus élaborés, avec les ingrédients les plus somptueux et exotiques. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un œil à ce que les gens de l'époque médiévale mangeaient lors des festins de Noël. À l'époque moderne, le nom tête de sanglier est largement associé à la charcuterie. À l'époque médiévale, ils étaient très littéraux. La tête de sanglier désignait vraiment celle d'un sanglier. Ce plat était l'un des mets les plus associés aux fêtes de Noël. La tradition populaire, issue des origines germaniques, s'est perpétuée comme célébration chrétienne dans la culture anglo-saxonne. Ce mets était tellement associé aux festivités de Noël qu'une chanson bien connue a été consignée par écrit vers 1500 intitulée « Le chant de la tête de sanglier ». La première strophe dit « Je rapporte la tête de sanglier, chantant des louanges au Seigneur. La tête de sanglier dans les mains, j'apporte avec une guirlande joyeuse et des oiseaux chantants. Aidez-moi à chanter, vous tous présents à ce banquet, ce n'est pas Frosty le bonhomme de neige, mais ce n'est pas si mal. » Au Moyen-Âge, un festin de Noël n'en était pas un sans tête de sanglier, même si tout le monde ne pouvait pas s'offrir un sanglier sauvage. Au Moyen-Âge, on cuisinait parfois un gâteau en forme de tête de sanglier pour décorer la table. Un livre de cuisine allemand du XVIe siècle conseillait, pour ceux qui en avaient les moyens, de faire bouillir une tête de sanglier, puis de l'arroser de vin et de la servir avec une sauce noire à base de graisse, farine, vin et sirop de cerise. Pour ajouter plus de saveur à la sauce, les cuisiniers pouvaient ajouter du sucre, du gingembre, du poivre, des clous de girofle et de la cannelle. Et pour ajouter plus de texture, ils pouvaient y mélanger des raisins coupés, des raisins secs et des amandes. Noël était l'un des jours de festin les plus importants du calendrier médiéval. Ceux qui en avaient les moyens exhibaient souvent des plats élaborés comme un paon rôti, qui était généralement servi revêtu de ses propres plumes. « Oh, vous êtes si raffiné et savoureux, monsieur Paon !» Oui, les cuisiniers médiévaux écorchaient et rôtissaient le paon entier, puis le recouvraient de ses plumes pour recréer l'apparence d'un oiseau vivant. Le plat de paon était un événement important, et la dame au titre le plus élevé avait l'honneur de l'apporter à table. Le paon rôti était souvent servi avec une sauce. Un livre de cuisine italien du XVe siècle donnait cette recette de sauce au paon. Mélangez gingembre, cannelle, clous de girofle, muscade et poivre. Ajoutez-y du vin et saupoudrez un peu de sucre. Ajoutez un peu du jus de cuisson du paon à la sauce et servez. Cependant, le paon rôti avait tout de même ses inconvénients. L'âge et le régime alimentaire du paon pouvaient rendre sa saveur et sa texture rebutantes. Pour remplacer les paons de mauvaise qualité, les cuisiniers utilisaient leur peau et remplaçaient la viande par de l'oie, cousant ainsi une meilleure viande dans un oiseau exotique. On dirait un turducken médiéval. Au Moyen-Âge, les célébrations de Noël duraient souvent plusieurs jours, mêlant ainsi les traditions de Noël aux fêtes de Saint Proche, comme celle de Sainte Lucie. Sainte Lucie, aussi appelée Lucie de Syracuse, était une martyre chrétienne qui a vécu de 283 à 304 et était célèbre pour avoir, selon la légende, eu les yeux arrachés avant d'être tuée d'un coup d'épée à la gorge. C'est une façon brutale d'accéder à la célébrité. Quel était son crime, demandez-vous ? Eh bien, elle voulait donner une partie de la richesse de sa famille aux pauvres. Oui, quelle bande de rabat-joie! Une fête traditionnelle en son honneur était célébrée par les chrétiens occidentaux le 13 décembre, lorsque les gens se régalaient souvent de brioches de Sainte-Lucie. Une recette moderne de brioche de Sainte-Lucie inclut du safran dans la pâte. Après avoir façonné et pétri la pâte, enfoncez des raisins secs dans la pâte pour figurer les yeux crevés de la martyre Sainte-Lucie. Rien ne dit « mange-moi » comme ce pain aux yeux crevés. Moelleuse. Le roi Richard d'Angleterre, célèbre sous le nom de Richard Cœur de Lion, servait à ses invités de Noël des tourtes à la viande hachée. À l'époque, on les appelait des tourtes de Noël, ce qui, pour être honnête, sonne bien plus comme un nom de produit commercialisable que tourte à la viande hachée. L'association des tourtes à la viande hachée avec Noël date des croisades, quand les croisés rapportèrent des épices orientales comme le gingembre, les clous de girofle et la muscade, censés représenter les cadeaux des mages. Les cuisiniers assaisonnaient les restes de viande de l'abattage hivernal avec ces épices, puis ajoutaient fruits et autres épices avant de cuire le tout dans une pâte en forme de mangeoire. La tourte était décorée d'un petit Jésus en pâte symbolisant sa naissance.
Les amateurs de tourtes à la viande hachée tentèrent d'en manger une chaque jour durant les 12 jours de Noël, sans utiliser de couteau, jugé de mauvais augure car il symbolisait la coupure du berceau de Jésus. La tradition des tourtes à la viande hachée pour Noël perdure encore aujourd'hui, mais les tourtes ne ressemblent plus à la mangeoire de la Nativité, ce qui est probablement une bonne chose car je peux utiliser un couteau. L'anguille, comme d'autres poissons, était un plat de Noël populaire, mais sa préparation variait selon les régions d'Europe. En Suède, elle était servie avec une sauce moutarde ou fumée. Les Européens du Sud cuisinaient l'anguille au vin ou au lait d'amande, tandis que les Allemands médiévaux la faisaient mijoter au vin avec safran et gingembre. Une recette vénitienne demandait de cuire lentement des haricots borlotti pendant 1h30. La recette demande d'ajouter beurre, oignons, céleri et carottes, puis d'incorporer ail et anguilles avant de porter le ragoût à ébullition. Donc oui, il y avait beaucoup d'options pour le cuisiner, mais au final, les Européens adorent ce plat d'anguille. L'association du pain d'épices avec Noël existe depuis le Moyen Âge. Une recette anglaise du XVe siècle commence par 1 litre de miel bouilli et écumé. Le chef ajoutait ensuite du safran et du poivre. Ensuite, il incorporait du pain râpé et un peu de cannelle, puis façonnait le mélange en carrés. Les boulangers utilisaient aussi souvent des moules ou tampons pour le pain d'épices. Ces moules en bois aident les boulangers à façonner leurs aliments, comme on le fait aujourd'hui avec les bonshommes en pain d'épices. De nombreux foyers à l'époque médiévale servaient du potage sur leur table de Noël. C'était un terme générique pour désigner tout aliment cuit dans une marmite. Assez logiquement, il s'agissait souvent d'un ragoût. Ainsi, le potage pouvait contenir diverses viandes, légumes ou fruits. Par exemple, une recette de potage de Noël commençait par faire bouillir un jarret de bœuf, puis on ajoutait du vin rouge, de la bière et des épices comme le clou de girofle et la muscade pour donner au potage sa saveur de Noël. Le cuisinier ajoutait ensuite pommes bouillies, raisins de Corinthe, raisins secs et pruneaux. Plus tard, le bœuf pouvait être retiré et mangé séparément du potage. Un autre type de potage, appelé porrée, était particulièrement apprécié. Préparée à partir de poireaux bouillis, la porrée ressemblait probablement le plus à ce que nous appellerions aujourd'hui une soupe de poireaux. Le pudding aux figues, cité dans le chant « Nous vous souhaitons un joyeux Noël », était une bouillie médiévale épaissie. Le pudding aux figues médiéval était plus proche d'un ragoût que des puddings aux figues modernes qui sont solides. Une recette d'un livre de cuisine anglais du XIVe siècle demandait de blanchir puis broyer des amandes. Après avoir ajouté du vin et de l'eau, le cuisinier devait incorporer des figues coupées en quartiers, des raisins secs, du gingembre et du miel avant de faire bouillir le tout jusqu'à ce que le mélange épaississe. Au lieu du lait de poule, les Européens du Moyen Âge buvaient du posset à Noël. Cette boisson alcoolisée épaisse contenait œufs, crème et bière ou vin, épaissie avec pain, farine d'avoine ou pâte d'amande. Une recette du XVIIe siècle recommandait de faire bouillir 1 litre de crème avec des épices entières. Pendant que la crème bout, battez 16 œufs et mélangez-les avec du vin blanc chaud. Incorporez les œufs et le vin à la crème et laissez reposer au moins 30 minutes à feu doux. La crème va cailler et prendre une consistance semblable à celle du fromage. Un cousin plus léger du posset, appelé syllabub, pourrait aussi être servi à Noël. Les prunes confites, friandises de saison prisées au XVIe siècle, accompagnaient souvent les assiettes d'épices médiévales. Selon John Gerard, herboriste et auteur du XVIIe siècle, les prunes fraîches contenaient peu de valeur nutritive. Cependant, le séchage des prunes les transformait en un mets plus sain. De plus, la conservation des prunes permettait de les garder plus longtemps. Une méthode du XVIe siècle pour préparer des prunes confites consiste à les faire bouillir dans du sucre clarifié, puis à les laisser tremper 3 jours. Après avoir retiré les fruits, faites bouillir le sirop avec plus de sucre. Remettez-les et laissez mijoter. Placez les prunes sur une grille, retournez-les tous les 2 jours. Une fois sèches, les prunes confites pouvaient se conserver toute l'année et pendant la saison de Noël, des visions de ces douceurs pouvaient danser dans la tête des enfants pendant qu'ils étaient bien au chaud dans leur lit. Beaucoup de recettes de Noël nécessitent gourmis de la bière, parce que, c'est Noël. Mais en plus de cuisiner avec de la bière, un festin de Noël peut aussi proposer des chopes de cervoise. C'est la saison des réjouissances. Au Moyen Âge, la bière était omniprésente, mais rarement produite en masse car elle se conservait mal. La plupart des foyers la fabriquaient eux-mêmes. Contrairement à la bière d'aujourd'hui, la cervoise médiévale, souvent aqueuse, ne contenait pas de houblon
était fabriquée avec des céréales, de l'eau et de la levure. Elle était appréciée par toutes les classes sociales européennes. Une recette médiévale de bière demande plus de 4 livres de malt, 1,5 livre de flocons d'avoine et un peu plus de 12 litres d'eau. Faites bouillir l'eau, écrasez le malt, puis mélangez-le aux flocons d'avoine, ajoutez lentement l'eau bouillante et laissez reposer le mélange. Ce processus prend plusieurs heures. Après avoir retiré le mou, mélangez 2 sachets de levure de bière. Il faut plusieurs jours pour faire fermenter la bière. Noël était le moment où l'on servait des viandes raffinées. Même les familles pauvres pouvaient abattre une oie pour le dîner ou, avec chance, recevoir celle envoyée par Scrooge après sa visite des 3 fantômes. Ce n'était pas le Moyen-Âge, mais c'est une bonne référence. Passons à la suite, une recette d'oie farcie remonte au moins au XIVe siècle. La recette demandait au cuisinier de farcir l'oie avec de la sauge, du persil, des coings, des poires, de l'ail et du raisin, puis de la rôtir. Après la cuisson, les cuisiniers préparaient et servaient l'oie farcie avec une sauce faite de graisse, de vin et d'épices douces. Les vins épicés portaient de nombreux noms: hypocras, piment et vin chaud. L'un des vins les plus courants en Europe médiévale était le clairet, même s'il ne correspond pas au vin de Bordeaux de qualité que l'on associe aujourd'hui à ce nom. Les vins épicés terminaient souvent les festins médiévaux, y compris à Noël. La plupart étaient souvent très simples à préparer, composés de vin, d'un produit sucrant, généralement du miel, et, comme son nom l'indique, d'épices. Le dîner-spectacle Medieval Times est un rite de passage pour la plupart des Américains pur jus. Bien sûr, manger du poulet sans fourchette a son charme, mais ce n'est guère fidèle à la véritable époque médiévale. Un régime médiéval pouvait être très sain pour le cœur, incluant des aliments encore populaires aujourd'hui. Découvrons ensemble le régime alimentaire type du Moyen-Âge. Même si cela peut sembler être une tendance récente, les gens du Moyen-Âge consommaient déjà des produits laitiers alternatifs. Tout comme dans une maison du canyon de Topanga remplie de hippies, le lait d'amande était un produit courant dans les garde-manger des foyers de l'Europe médiévale. Il était souvent utilisé pendant les périodes de jeûne lorsque l'Église exigeait que les gens s'abstiennent de consommer des produits d'origine animale. Il se conservait mieux que le lait de vache ou de chèvre, pouvait être transformé en beurre et utilisé dans divers plats. Le lait d'amande était un aliment de base, et la plupart des livres de cuisine médiévaux contenaient des recettes dont le lait d'amande était l'ingrédient principal. Bien que les chevaliers médiévaux ne prenaient pas de char pour aller manger un menu Big Mac moyen avec un coca en pleine nuit après avoir bu, il existait une forme de restauration rapide au Moyen-Âge. Les archéologues ne trouveront sans doute pas d'anciennes arches dorées, mais il existait des lieux servant tourtes à la viande, gâteaux, crêpes et gaufrettes prêtes à être consommées immédiatement. Attends, on dirait plutôt un Waffle House. Selon des chercheurs de Penn State, ces McDonald's médiévaux avaient la même réputation que Mickey D's, considérés de moindre qualité, bien que savoureux, et perçus comme sales et malhonnêtes. Les chercheurs ont aussi découvert que ces anciens fast-food utilisaient le terme « viande » de façon vague, incluant parfois du lapin avarié dans des tourtes qu'on n'étiquetait sans doute pas « tourte à la viande de lapin avarié ». Tout comme Greg du Bureau, les paysans médiévaux adoraient le pain. L'alimentation d'un Européen médiéval consistait en 2 à 3 livres quotidiennes de pain et de céréales, accompagnés d'un gallon de bière, trouble faiblement alcoolisé. Les paysans faisaient preuve de créativité avec leurs céréales comme le blé, l'avoine et l'orge, les faisant bouillir pour en faire un bol de bouillie ou les cuisant pour obtenir une miche de pain. Ils accompagnaient rarement leurs glucides de viande rouge, privilégiant pois, lentilles ou poissons pour leurs besoins en protéines. Les calories s'accumulaient naturellement, avec 1 kilo de pain de seigle représentant 3000 calories, soit l'équivalent de 5 Big Mac et demi, ce qui est bien trop pour la plupart des gens en une seule fois. Avec le gallon de bière ajoutant 1500 calories, il est surprenant que le Moyen-Âge n'ait pas été rempli de paysans obèses. Avec des journées de 12 heures de travail intense, ils avaient sûrement des calories à revendre. Comme dans les restaurants Medieval Times actuels, les fruits et légumes crus n'avaient pas leur place sur les tables médiévales. Des chercheurs du British Library Board ont découvert qu'au Moyen-Âge, les fruits et légumes étaient presque toujours cuits, car on pensait que crus, ils transmettaient des maladies. Et c'est encore le cas aujourd'hui, comme le montrent les rappels fréquents de laitue romaine et d'épinards. Dans le livre du Carving de 1500, les lecteurs étaient avertis des dangers des salades et fruits crus, susceptibles de rendre leur maître malade.
Les herbes aromatiques fraîches, non assimilées à leurs cousins feuillus, jugés malsains, servaient souvent en médecine et en cuisine. Une salade sur la table du dîner n'était pas inconnue des citoyens de la classe inférieure au Moyen-Âge, la salée, remplissant le ventre des plébéiens, jugée suffisante comme nourriture venant de la terre. Les carottes, navets et autres légumes racines étaient revus comme une nourriture paysanne. La salade d'un roturier comprenait souvent laitue, oignons, carottes, parfois mélangées à de l'huile, des noix ou des olives, rappelant la salade d'accompagnement italienne classique. Les riches évitaient en général les légumes, terme peu utilisé pour les produits de la terre, mais admettaient de parfois l'oignon, l'ail ou le poireau à leur table et, au grand malheur de l'alcool, dans leur bouche. L'image stéréotypée d'un festin médiéval présente un cochon rôti entier comme pièce maîtresse, et cette image était en réalité assez courante à la table de ceux qui étaient aisés. Le porc était considéré comme l'une des viandes les plus nobles et les plus grasses de l'Europe médiévale, et le cochon de lait en particulier était un plat principal très convoité. Un cochon de lait est exactement ce que son nom indique, un très jeune porc qui tétait probablement encore sa mère avant d'être servi au dîner. Comme le veau aujourd'hui, dont la préparation n'est pas très différente de celle de son jeune cousin porcin, cette viande était considérée comme un mets délicat. Les historiens estiment que le cochon de lait symbolisait l'abondance et le statut social. L'utérus de truie était aussi un mets délicat présent dans les livres de cuisine médiévaux. Cochon de lait succulent. Aujourd'hui vu comme le repas le plus important de la journée, le petit déjeuner était autrefois réservé aux lait gros et aux travailleurs acharnés, selon le prêtre médiéval Thomas d'Aquin. Thomas pensait que manger trop tôt le matin, ou prae pour les amateurs de latin, était simplement une des nombreuses formes de gourmandise, l'un des 7 péchés capitaux. Le régime du Moyen-Âge, bientôt tendance chez les influenceurs, impliquait de sauter le petit déjeuner, déjeuner léger à midi et dîner copieux le soir. Parfois, quelques petits affamés malicieux se glissaient un 3e repas appelé ressouper ou arrière-souper, avec du vin et de la bière, mais cela était mal vu. Les ouvriers prenaient d'accord, quelque chose qui ressemblait à un petit déjeuner le matin avant de partir pour une journée de travail éreintante de 12 heures. Mais ce n'était pas un Moons Over My Hammy de Denny's. C'était un biscuit ou similaire, juste pour caler l'estomac avant la pause du midi et éviter de s'évanouir au champ. La viande, très prisée à l'époque, était difficile d'accès pour les plébéiens, mais même les riches n'étaient pas très exigeants. Les archives de l'époque mentionnent un somptueux buffet de viande au menu, comprenant des vautours, des grues, des hérissons, que l'on suppose être surtout des piquants, des phoques et des baleines, pour n'en nommer que quelques-uns. Lors d'un dîner léger et savoureux organisé par l'archevêque Neville d'York en 1467, une liste d'invités de 6000 personnes a réussi à engloutir plusieurs tonnes de viande, dont des cygnes, des paons et plus de 13 500 oiseaux non spécifiés, et à faire passer tout cela avec 400 tonneaux d'alcool. Privés de jambon glacé au miel pour Noël, nos amis médiévaux faisaient avec les moyens du bord. Même si le roi autorisait parfois un signe de Noël, l'oie de Noël traditionnelle était surtout servie, aussi bien aux riches qu'aux moins riches lors du repas de fête. Les riches badigeonnaient leurs belles oies de beurre et de safran, tandis que les familles pauvres se contentaient d'une oie fade valant une journée de salaire. Riches et pauvres aimaient la tourte d'Abba, d'où l'expression anglaise « humble pie ». Franchement, c'était très intéressant. La tourte d'Abba était préparée avec les entrailles comestibles de cerf ou autre animal cuites en pâte. Les haricots ont vraiment changé la donne culinaire lorsqu'ils sont apparus chez les Européens du Moyen-Âge. Umberto Eco a soutenu que lorsque la culture des légumineuses a commencé à se répandre au Xe siècle, cela a eu un tel impact sur la nutrition de la population que ce fut un facteur majeur dans la survie de la civilisation occidentale. Cela peut sembler excessif, mais ajouter des haricots à l'alimentation des travailleurs apportait plus de protéines dans une société où la viande était rare pour les moins aisés. La population a doublé en quelques siècles après l'arrivée des haricots dans les assiettes européennes. Coïncidence ? Peut-être, mais n'oubliez pas qu'ils étaient vus comme aphrodisiaques. Oui, vous connaissez le dicton, les haricots, le fruit magique. Plus on en mange, plus on veut faire des bébés.
Aujourd'hui, les guerres de pâtisserie désignent surtout des concours de cuisine entre amateurs sur Netflix, mais au Moyen-Âge, cela était pris plus littéralement. La boulangerie était alors très sérieuse. Les boulangers professionnels formaient de puissantes guildes, à la fois syndicats et mafia. Les boulangers qui adhéraient payaient une cotisation, ce qui faisait d'eux des membres exclusifs d'un club de boulangers pour une région donnée. Ces cotisations servaient d'assurance et pouvaient être utiles si un problème survenait à votre entreprise ou votre famille. Belle boulangerie. Ce serait dommage qu'il lui arrive malheur. Non, attends, la guilde l'assure, donc tout ira bien. Les guildes protégeaient les recettes familiales des maîtres boulangers, empêchant l'ouverture de boulangeries utilisant des recettes volées. Elles ne plaisantaient pas. Les sucreries n'étaient probablement pas un plaisir pour les gens du peuple au Moyen-Âge, mais elles n'étaient pas totalement inconnues chez la classe moyenne. Un festin de la classe moyenne était servi traditionnellement, comme un repas familial actuel, avec plusieurs plats présentés simultanément, contrairement à des services espacés dans la soirée. Lors de ce festin digne d'un dessin animé, les desserts étaient servis entre les plats pour nettoyer le palais, ce qui, selon moi, devrait toujours être le cas après chaque bouchée. L'un de ces desserts, nommé salutité, était une offrande décorative élaborée en pâte ou masse-pain, représentant souvent un thème lié à l'événement, comme une bataille nocturne ou une intronisation à la guilde des boulangers. Le roi Richard III, étant roi et tout, mangeait vraiment comme tel, jusqu'à sa mort lors de la dernière bataille des Deux Roses en 1485. Comment le savons-nous? Il mangeait si richement que cela a pénétré jusqu'à ses os. Des archéologues, des géochimistes et d'autres chercheurs ont analysé les os du roi Richard et ont pu conclure qu'il suivait effectivement une alimentation riche, typique du rang élevé d'un aristocrate fortuné, ce qui est logique. Plus précisément, les chercheurs ont réussi de façon remarquable à déterminer que son alimentation comprenait beaucoup de poissons d'eau douce et de gibier à plumes, et que durant ces dernières années, il consommait beaucoup de vin simplement en examinant ses os. Richard III fut peut-être le dernier roi plantagenet d'Angleterre, mais il avait les os d'une ménagère de banlieue en cétose. Le régime méditerranéen est souvent présenté comme sain pour le cœur comparé au régime américain riche en cheeseburgers et donuts, mais c'est en fait le régime médiéval qui devrait être mis à l'honneur sur Goop. Les gens du Moyen-Âge n'avaient pas la médecine moderne que nous avons aujourd'hui, et la peste noire, ce n'était pas génial. Mais en général, ils avaient une meilleure alimentation pour le cœur humain que la plupart des gens aujourd'hui. Manger 1,5 kg de pain paraît peu sain pour le cœur, mais la réalité était plus nuancée. Cette civilisation n'avait pas les sucres raffinés que l'on trouve dans de nombreux aliments aujourd'hui, et les travailleurs travaillaient vraiment, faisant de l'exercice bon pour le cœur simplement pour gagner leur salaire, avec comme petit bonus amusant de vivre plus longtemps. Le docteur Roger Henderson a déclaré à la BBC que ses recherches avaient conclu que l'homme médiéval courait un risque bien moindre de maladies coronariennes et de diabète que l'homme moderne, et il a suggéré que ce modèle était meilleur pour nous au XXIe siècle que les régimes méditerranéens tant vantés. Ne culpabilisez pas de manger beaucoup de pain au beurre d'amande en évitant le bar à salade. Dites que c'est le régime médiéval et riez en vivant éternellement. Travaillez simplement 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Au Moyen-Âge, l'Église catholique exerçait un pouvoir et une influence sur la population difficilement imaginable aujourd'hui. Ce pouvoir venait d'une combinaison de facteurs, notamment la persuasion, la corruption et la coercition, mais surtout de la peur pure et simple, du pur alarmisme. Oui, l'Église médiévale était fortement investie dans l'art d'effrayer les fidèles pour qu'ils restent infidèles. Aujourd'hui, découvrons comment l'Église catholique médiévale utilisait la peur pour imposer l'obéissance à ses paroissiens. Aujourd'hui, lorsque les gens entendent « bouche de l'enfer », ils pensent surtout à la série Buffy contre les vampires si cela leur évoque quelque chose. En effet, les visiteurs modernes des églises et cathédrales médiévales considéreraient probablement les images sculptées effrayantes au-dessus de l'entrée comme de simples œuvres d'art ou décorations. Mais pour la population de l'époque médiévale, qui était superstitieuse et peu instruite, l'image de la bouche de l'enfer était tout simplement terrifiante. La bouche de l'enfer était généralement représentée comme une bête féroce dévorant les pécheurs lors du jugement dernier. C'était la première chose que les paroissiens voyaient en entrant dans le sanctuaire, et le message était « on ne peut plus clair ». Obéissez à l'Église ou cela vous arrivera. Waouh, ils étaient vraiment subtils.
Le purgatoire dans la religion catholique est un état intermédiaire qui vient après la mort, où les gens peuvent expier leurs péchés avant d'accéder au paradis. Au Moyen Âge, les fidèles étaient extrêmement préoccupés par le temps qu'ils pourraient devoir y passer. Heureusement, il existait plusieurs moyens pour une personne de s'assurer que son attente ne serait pas trop longue. Par exemple, il pouvait donner de l'argent ou des biens à l'église, assister régulièrement aux offices ou acheter un certificat pour être libéré plus tôt. Mais pour ceux qui voulaient absolument, à tout prix, être certains d'éviter complètement le purgatoire, il n'y avait qu'une seule méthode infaillible: donner un de leurs enfants à l'église. Dans les temps anciens, les religions pouvaient exiger des sacrifices humains pour apaiser leurs dieux. Mais l'église médiévale avait une utilisation plus pragmatique de ses enfants, à savoir renouveler ses propres effectifs. Le clergé, bien sûr, est censé être célibataire, donc de nouveaux prêtres, religieuses et moines devaient être recrutés parmi la population générale. L'Église préférait recruter des enfants, plus faciles à façonner, bien que cela ne soit pas indispensable. Les familles regrettaient évidemment leurs enfants. À une époque où la pauvreté était courante et beaucoup avaient déjà trop de bouches à nourrir, il n'y avait pas vraiment le choix. De plus, cet arrangement pouvait en réalité s'avérer bénéfique pour toutes les personnes concernées. Pour l'enfant, être élevé par l'Église signifiait mieux manger, rester plus propre et recevoir une éducation. Pour les parents, cet arrangement permettait d'économiser de l'argent et des ressources pour le reste de la famille. Cependant, si être élevé par l'Église signifiait avoir le ventre plein, un endroit chaud où dormir et une éducation, il y avait aussi, comme on pouvait s'y attendre, un côté beaucoup plus sombre à cette pratique. On sait que de nombreux enfants ont subi divers abus de la part des responsables de l'Église. Les témoignages de ceux qui se sont retrouvés piégés dans une existence misérable et abusive au sein de l'Église ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Pour la plupart des observateurs modernes, voir une statue pleurer susciterait immédiatement du scepticisme. On pourrait penser que la statue s'est fissurée et a absorbé de l'eau de l'extérieur, ou qu'il s'agissait d'une tromperie, une personne malveillante ayant placé un tuyau d'arrosage à l'intérieur pour créer une illusion. Voir une statue pleurer du sang pourrait amener à soupçonner que quelque chose de rouillé coulait dessus. Même aujourd'hui, certains témoignent avoir vu des statues qu'ils croient pleurer de vraies larmes ou saigner du vrai sang. Ils pensent souvent que ces larmes viennent du Christ ou d'une autre figure céleste. Vous pouvez donc imaginer à quel point la population, extrêmement superstitieuse et religieuse du Moyen-Âge, aurait facilement accepté un tel spectacle. Les statues qui pleuraient ou saignaient étaient vues comme de puissants présages de malheur ou d'événements tristes, ce qui profitait à une église souhaitant encourager l'obéissance. Alors que vous penseriez probablement qu'il n'existe aucun moyen de s'en tirer en payant après avoir commis de terribles péchés, vous auriez totalement tort. À l'époque médiévale, tout comme aujourd'hui, l'Église appréciait beaucoup l'argent et les fidèles pouvaient en réalité acheter le pardon avec de l'argent liquide. Si suffisamment d'argent était en jeu, rien n'était impardonnable. Encore plus pratique, vous pouviez acheter un pardon à l'avance pour quelque chose que vous n'aviez même pas encore fait. Vous prévoyez de voler ou de tuer quelqu'un ? Aucun problème. Acheter un pardon à l'avance permettait de profiter de la vie. C'était idéal pour ceux qui en avaient dans les moyens et rapportait beaucoup à l'Église. On pouvait dire que c'était un laissez-passer pour l'au-delà. Un autre moyen majeur pour l'Église de gagner de l'argent était la vente de tickets pour sortir du purgatoire, accessible pour soi ou ses proches décédés. Vous craignez que vos parents ou grands-parents aient été refusés à l'entrée du paradis et soient piégés au purgatoire ? Pas de problème, achetez la carte de pardon. Pour le prix qu'il fallait, l'Église vous délivrait littéralement un certificat physique prouvant que votre proche était en route vers le paradis, la carte de pardon. Ne quittez pas la vie sans elle. Certaines choses ne changent jamais. Par exemple, les adultères au Moyen Âge craignaient à peu près les mêmes choses que ceux d'aujourd'hui, à savoir se faire prendre. De nos jours, une telle révélation mènerait probablement à une thérapie de couple ou éventuellement à un divorce. Mais à l'époque médiévale, ce genre de révélation vous exposait à la honte publique et aux moqueries. L'expression « marche de la honte » date de cette époque et devait être prise au pied de la lettre. Les adultères accusés pouvaient être obligés de marcher nus dans les rues, sous les moqueries de leurs amis et voisins. Les fans de Game of Thrones pensent sûrement à la marche de la honte de la reine Cersei, inspirée de cette pratique réelle.
Sans surprise, malgré cette lourde punition, l'adultère restait populaire. Pour certains, la honte fait partie du jeu. Les sculptures de gueules de l'enfer suspendues au-dessus des portes de l'église instauraient l'ambiance, mais ce n'était qu'un début. À l'intérieur de l'église, le paroissien voyait des images de la fin du monde, du jugement dernier, et des peintures dites du jugement dernier illustrant les fidèles au paradis avec Dieu, tandis que les pécheurs bouillaient dans un lac de feu. Mais ce n'est pas tout. Les églises étaient souvent remplies de retables, de statues de saints torturés et d'images montrant des pécheurs punis en enfer. L'Église employait les plus grands artistes de l'époque pour créer ses œuvres, et ces artistes avaient souvent une imagination vive et terrifiante. Pour l'Église médiévale, le besoin de conserver son pouvoir et son influence n'avait d'égal que la volonté de gagner de l'argent. Les responsables de l'Église, à tous les niveaux, se concentraient surtout sur la vente de certificats pour sortir du purgatoire. Ils aimaient aussi répandre l'idée que travailler pour l'Église garantirait votre position sociale sur terre et vous réserverait une place au paradis. Cette obsession du profit allait si loin que les paroissiens étaient souvent avertis que tout revenu disponible dont ils disposaient devait être donné directement à l'Église. Selon le statut social d'une personne, les contributions pouvaient prendre différentes formes. Si vous étiez pauvre, vous pouviez donner du bétail ou les quelques pièces que vous pouviez épargner. Les familles des classes supérieures et moyennes, et oui, il existait déjà une classe moyenne en plein essor à cette époque, subissaient également une forte pression pour donner. Ces personnes pouvaient offrir, pour rester en grâce auprès de l'Église, des chandeliers en argent, des nappes d'autel en lin ou même un banc d'église. Les personnes extrêmement riches pouvaient même donner quelque chose d'aussi coûteux qu'un retable orné ou un vitrail qui pouvait représenter des figures saintes ainsi que des membres de la famille du donateur. Avez-vous déjà entendu parler du 7e cercle de l'enfer ? Vous l'avez sans doute déjà entendu, sans forcément savoir que des expressions comme celle-ci font référence à la première partie de la Divine Comédie de Dante Alighieri, l'Enfer. Ce poème épique en 3 parties, écrit au XIVe siècle, décrit de façon saisissante l'expérience de traverser l'enfer, le purgatoire et le paradis. Considérée comme l'une des œuvres majeures de la littérature occidentale, la Divine Comédie a inspiré l'artiste qui a créé les gueules de l'enfer et toute l'imagerie d'église montrant des pécheurs en enfer. Ironiquement, le poème n'était en réalité qu'un prétexte pour son auteur de se défouler contre ses ennemis. Mais c'était aussi quelque chose auquel beaucoup de gens pouvaient s'identifier, y compris l'Église. En fait, pour l'Église, l'enfer de Dante était une ressource inestimable pour effrayer les fidèles et les pousser à une obéissance stricte. Comme le reste de leur programme, cela visait surtout à maintenir l'habitude de donner argent, biens et enfants à l'Église, plutôt qu'au salut de l'âme de quiconque. Les cathédrales médiévales étaient souvent des bâtiments énormes et élaborés, et le fait que beaucoup d'entre elles tiennent encore debout aujourd'hui témoigne de la maîtrise humaine de l'architecture, de la physique et de la maçonnerie. La construction de ces bâtiments durait souvent plusieurs générations, et villages ou villes se formaient autour. Construire une cathédrale était difficile et dangereux, mais cela permettait aussi un niveau de créativité artistique sans égal. Par exemple, les bâtisseurs d'origine gravaient souvent leur propre visage dans les statues et les motifs exposés à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments. Malgré cette liberté, les sculpteurs et les tailleurs de pierre devaient travailler dans les styles artistiques privilégiés par l'Église. Cela incluait des représentations de Jésus, Marie, des saints, mais aussi souvent des démons et gargouilles à l'extérieur du bâtiment. Ces figures étaient souvent représentées près des portes ou en haut des flèches. De cette façon, ils pouvaient jeter leur regard inquiétant sur les pécheurs entrant dans l'église, les incitant à demander pardon et à rester obéissants. Malgré toute la peur que l'Église utilisait pour garder ses paroissiens sous contrôle, il y a toujours ceux qui s'en moquent complètement. Au Moyen-Âge, beaucoup de personnes négligeaient souvent les offices religieux, soit par manque de foi, soit parce qu'elles pensaient qu'une éternité de punition était un juste prix pour leurs péchés. Certains préféraient y boire, jouer, fréquenter des prostituées, tandis que d'autres aimaient faire la grasse matinée. Quoi qu'il en soit, de tels péchés étaient passibles de sanctions.
Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, ces péchés étaient tout à fait pardonnables si la somme adéquate était versée à l'Église. Et comme le fait de ne pas payer ou de refuser de payer l'amende équivalait à un aller simple pour l'enfer, la plupart des gens payaient. Parmi toutes les positions que l'on pouvait atteindre au Moyen-Âge, la moins enviable était probablement celle de serf. Le pauvre serf se trouvait tout en bas d'une hiérarchie déjà sombre de la classe inférieure et ne partageait pas les mêmes libertés que les pauvres paysans comme lui. Bien qu'un propriétaire terrien puisse vendre le travail d'un serf, il ne pouvait pas, et il est important de le souligner, vendre le serf lui-même, ce qui fait qu'il n'était techniquement pas des esclaves. À un moment donné, pas moins de 75% de la population médiévale était composée de serfs. Aujourd'hui, nous allons explorer à quel point il était difficile d'être un serf. Dans le canton de Vaud, en Suisse, la loi permettait aux seigneurs de châtier leurs serfs comme on recommanderait de consommer du Taco Bell en étant sobre. Très légèrement, la coutume disait qu'une punition pouvait être infligée à un serf avec ou sans raison, mais il fixait la limite à la torture, qui était qui était strictement interdite. Malheureusement, ce qu'il considérait comme des sévices était assez flou. Il était parfaitement légal d'emprisonner un serf pour une durée indéterminée ou de lui prendre tous ses biens, comme on le ferait avec un enfant turbulent et ses jouets, mais en pire et pour toujours. À Notre-Dame, il était vraiment légal de tuer un serf s'il se disputait avec les locataires. Une loi qui, heureusement, n'a pas été étendue aux propriétaires d'aujourd'hui. Et toc, monsieur Repère. Comme les règles étaient très disparates et variaient considérablement d'une région à l'autre, les seigneurs faisaient à peu près ce qu'ils voulaient en matière de discipline envers les serfs. De nombreux seigneurs ont alors contourné les règles de mauvaise foi grâce à des subtilités techniques. Par exemple, en Aragon, un seigneur pouvait techniquement tuer un homme qui avait tué l'un de ses propres dépendants, mais le fait de verser le sang était interdit. Donc, techniquement, un seigneur d'Aragon pouvait, et l'a fait, se débarrasser de ses serfs par la faim, la soif ou l'exposition aux éléments, comme en les jetant dehors pendant une nuit très froide. Pour un serf, la vie était dure. Les serfs obtenaient une petite parcelle de terre du seigneur sur le domaine, leur permettant de nourrir leur famille. En général, cela comprenait une petite parcelle d'environ 12 acres par famille et leur logement. Et même s'ils pouvaient profiter des fruits de leur travail, selon la loi, tout ce qu'un serf possédait appartenait au seigneur et pouvait être repris ou réaffecté à tout moment, sans avertissement. Les serfs étaient responsables de la construction de leur maison et de la confection de leurs vêtements. Mais techniquement, même ces haillons en lambeaux et ces huttes inflammables appartenaient aux seigneurs. Même la nourriture récoltée pour eux appartenait aux seigneurs, propriétaires de la terre. Mais il est difficile de savoir à quelle fréquence un seigneur prenait la récolte d'un serf comme un méchant de dessin animé. Les seigneurs bienveillants ne passaient sans doute pas leur temps à prendre tous les biens de leurs serfs. Que ferait un seigneur riche de la petite pelle d'un serf ? La différence majeure entre serfs et paysans était la possibilité de quitter la terre. Les serfs étaient liés à leur domaine, tandis qu'un paysan libre pouvait errer et être pauvre où il voulait. On ne pouvait pas retenir un paysan. Pensez à eux comme à des serfs avec la bougeotte. Les paysans étaient frappés par la pauvreté et dépendaient pour ce fortement de la communauté aisée pour subvenir à leurs besoins, mais les serfs étaient également obligés de payer des impôts, des loyers et d'autres paiements divers à leurs seigneurs. Il n'existait pas de règle générale sur les obligations financières d'un serf, celles-ci variaient selon les régions. Dans la plupart des pays européens, un serf faisait partie du domaine et était lié à la terre. Les serfs n'étaient pas vus comme des esclaves, car ils ne pouvaient être achetés, mais leur travail pouvait l'être selon les régions. Par exemple, en Russie, un serf pouvait être totalement vendu, ce qui ressemblait beaucoup plus à l'esclavage. Certains pays voyaient les serfs comme de pauvres petits êtres dont le seul but dans la vie était de s'occuper des manoirs et des châteaux jusqu'à leur mort, tandis que d'autres y voyaient un moyen d'accroître leurs forces armées. Les forces russes médiévales reposaient sur le travail des serfs et paysans, permettant de dépasser 1 million de soldats au XIXe siècle. Les paysans de l'État et les serfs privés étaient soumis à la servitude. Il ne s'agissait donc pas d'un engagement patriotique volontaire pour eux en Russie. La Russie ne faisait pas vraiment de grande distinction entre un serf et un paysan. Un serf affranchi de la servitude était lâché dans la société sans terre ni argent, comme un étudiant en théâtre et probablement avec à peu près les mêmes perspectives d'emploi.
Les serfs pouvaient choisir de devenir paysans d'État, car il valait mieux bénéficier d'un certain soutien tout en gardant un peu de liberté, comme un étudiant en théâtre rentrant chez ses parents après l'université. Les mendiants ne peuvent pas faire les difficiles. Traditionnellement, un homme demande la permission au père de la femme pour l'épouser, mais un serf devait obtenir l'accord de son seigneur avant de se marier. Cela peut sembler fou de demander l'avis de son patron avant une demande en mariage, mais rappelez-vous qu'un serf était à peine considéré comme humain, juste comme un larbin permanent. L'abbé de Haute-Souabe, ou ce qui correspond aujourd'hui à l'État allemand moderne de Bavière, a émis un certain nombre de décrets destinés à opprimer les Freisinser, un terme utilisé pour désigner les locataires libres, mais soumis à l'impôt, ainsi que tous les serfs. L'abbé a axé son hostilité envers les serfs sur des règles de mariage et des sanctions pour ceux épousant une personne de classe inférieure. Un serf ne pouvait pas épouser quelqu'un d'un rang supérieur, mais à la télévision, des gens ordinaires épousent souvent des personnes très attirantes sans que cela choque. Étrange histoire, comment Kevin James a épousé toutes ces bombes à la télé, à venir en l'an 2050. Si un paysan devenait désespéré et décidait de se contenter d'épouser un serf sans le sou, la moitié du domaine du paysan serait confisquée et l'autre moitié serait taxée jusqu'à la mort avec des droits de succession. Cela maintenait paysans et serfs pauvres et humbles, rabaissant beaucoup à une classe inférieure, avec moins d'espoir de pouvoir sortir du servage en rachetant leur liberté. On dirait une bonne excuse pour ne jamais se marier. Le terme « vieille fille » existait-il vraiment à cette époque ? Que signifiait-il « célibataire à 20 ans » D'accord. Il n'existait pas de congé maladie pour un serf avec la gorge irritée et le nez qui coule. Cela ne signifie pas que les congés maladie étaient absents à l'époque. Certains domaines accordèrent généralement un quota fixe de congés maladie, soit 2 à 3 semaines par an. La façon dont un serf malade était traité dépendait des lois du pays et de l'humeur du seigneur ce jour-là. Un seigneur cruel pouvait très bien forcer son serf atteint de la peste bubonique à travailler sans lui accorder une seule minute de congé maladie. Et si la maladie le laissait incapable de travailler, il pouvait être puni comme si attraper la peste n'était déjà pas assez terrible. Pour en savoir plus sur l'horreur de la peste, regardez nos autres vidéos d'histoires insolites. D'autres domaines autorisaient les serfs à cesser le travail, sauf pour le labour et certaines tâches obligatoires. Habituellement, la journée de travail devait être rattrapée à un moment donné dans l'année, soit par le serf lui-même, soit par un remplaçant. Être serf était déjà difficile, mais il devait aussi trouver un remplaçant au travail, en quelque sorte. Un serf n'osait pas dire « ça ne fait pas partie de mes attributions », car leur vie quotidienne englobait une multitude de tâches. Les hommes s'occupaient généralement de la plupart des corvées agricoles éreintantes, comme labourer et faucher les champs pour une vraie journée de dur labeur. Désolé, employés de bureau d'aujourd'hui. En raison de l'intensité du travail, la semaine de travail d'un serf ne durait que 3 à 4 jours. Les femmes serfs n'étaient peut-être pas dans les champs toute la journée, mais elles ne manquaient pas non plus de tâches à accomplir. Les femmes géraient la cuisine, les tâches ménagères, la cuisson du pain, le filage de la laine, la traite, la fabrication du beurre et du fromage, et s'occupaient des enfants. Pas le temps pour une soirée vin avec les filles, toutefois, si elles organisaient une soirée vin et fromage improvisé, presser le raisin faisait partie des tâches d'un serf. Malheureusement, si cela nécessitait un pressoir à vin, eh bien cela sortait de la maigre bourse du serf, car c'était à lui de payer le propriétaire dudit pressoir. Les systèmes judiciaires médiévaux n'avaient pas de temps à perdre avec des problèmes de serfs, donc chaque fois qu'un conflit civil éclatait entre un serf et un autre serf, ou entre un serf et son seigneur, le problème était réglé en interne et non à la cour du roi. L'aristocratie, indifférente à la justice paysanne, a transféré le pouvoir judiciaire aux seigneurs, leur permettant de gérer leur propre cour seigneuriale. Il n'est probablement pas surprenant que cela n'était pas vraiment en faveur du serf. Si le problème contesté opposait le serf au seigneur, qu'il s'agisse d'un différend monétaire, d'une éthique de travail douteuse ou de conditions déraisonnables pour le serf, il était peu probable que le juge, c'est-à-dire le seigneur accusé, se prononce contre lui-même. C'était vraiment décevant pour les serfs puisque le seigneur avait aussi le pouvoir de prendre de grandes libertés dans son interprétation des lois pour les adapter à son propre avantage. L'un des 2 ou 3 avantages d'être un serf était d'avoir un endroit où vivre.
Les cerfs vivaient généralement seuls ou avec leur famille, mais il était rare que des cerfs partagent leur logement avec d'autres cerfs au hasard, comme dans une chambre de dortoir. Leur logement variait selon les régions, mais le plus courant était une hutte avec un toit de chaume ou un toit composé de végétation séchée, ce qui semble extrêmement sûr. La hutte était souvent en bois, avec 1 ou 2 pièces et un sol en terre. Au centre de la hutte se trouvait un foyer pour cuisiner, avec un trou ultra-moderne dans le plafond pour évacuer la fumée. Malheureusement, cela ne tenait pas compte de la végétation séchée utilisée sur le toit, connue pour être hautement inflammable. Ces huttes étaient donc connues pour prendre feu. Alors que beaucoup voyaient la peste noire comme un obstacle à la survie, les cerfs y voyaient au contraire une chance de s'échapper vers une vie meilleure. Pendant les périodes de bouleversement ou de chaos social, qui étaient nombreux au Moyen-Âge, certains cerfs profitaient de la situation pour s'éclipser discrètement dans la nuit vers des villes éloignées de leurs seigneurs, quittant ainsi avec succès leur servage. Cette décision n'était pas sans risque. Les cerfs pouvaient partir lors de la faible circulation due à la peste en Europe, mais cela ne les immunisait pas contre la maladie. Ils étaient également vulnérables aux attaques puisqu'ils voyageaient librement sans surveillance, comme une bande d'enfants lâchés dans un musée lors d'une sortie scolaire. Où est ce surveillant? Se faire attraper était probablement le pari le plus risqué, car la punition serait sévère s'ils étaient capturés et ramenés à un seigneur en colère dans un château désormais négligé. Le seigneur n'essayait pas de labourer ses propres champs ni de s'occuper de ses propres poules comme un pauvre misérable. Tout comme le film The Irishman, le servage a mis du temps à prendre fin. La fin du servage, comme l'intrigue de The Irishman, s'est produite sans lieu ni date précis. La Normandie a connu une révolte paysanne en 996, ce qui a pratiquement marqué la fin du servage en Normandie. L'Angleterre a suivi peu après, seulement 385 ans plus tard, en 1381, lorsque ses propres paysans ont aussi dit « ras-le-bol » et ont mené leur propre révolte. Les quelques retardataires qui restaient au siècle suivant furent libérés en 1574 lorsque la reine Élisabeth Ier déclara « c'est absurde » et abolit officiellement la pratique du servage. Même ainsi, beaucoup d'endroits ont traîné un peu les pieds pour libérer leurs cerfs, mais dans l'ensemble, l'utilisation généralisée des cerfs avait pris fin à la fin du XIVe siècle. Quelques pratiques similaires au servage ont subsisté jusqu'au début du XXe siècle au Royaume-Uni par la survivance de la tenure copyhold. Être un serf, c'était vraiment pénible, c'est assez évident, mais cela a aussi ouvert la voie à des périodes vraiment sombres de l'histoire américaine, lorsque les premiers colonisateurs ont vu dans ce système un moyen d'obtenir du travail gratuit sous la forme de l'esclavage. À partir du XIVe siècle, il était assez clair que le servage n'était pas acceptable et il est tombé en disgrâce lorsque le Nouveau Monde a été colonisé pour la première fois. Les régions employant encore des serfs ont réalisé qu'elles pouvaient s'enrichir à l'étranger en externalisant leur main-d'œuvre. Les domestiques qu'ils ont amenés avec eux ressemblaient à des serfs dans la mesure où il s'agissait de serviteurs sous contrat qui avaient la possibilité de payer pour leur liberté. Les colonisateurs ont vite conclu qu'ils n'avaient pas à offrir la possibilité de racheter leur liberté en important de la main-d'œuvre gratuite d'Afrique. Ainsi commença un chapitre sombre dans les livres d'histoire américains où l'esclavage involontaire et à vie devint la norme en matière de travail. L'âge d'or du bourreau médiéval se situe au XVIe siècle et lorsque la plupart des gens les imaginent, ils pensent généralement à l'image stéréotypée d'un homme costaud, torse nu, portant une cagoule noire et tenant une hache massive. Mais le bourreau faisait bien plus que simplement manier une lame. Il faisait respecter la justice, servait d'exemple à la communauté, exerçait en tant que professionnel de la santé et jouait souvent le rôle de guide spirituel, aidant les condamnés à accepter leur sort et à demander pardon à Dieu. Comment le savons-nous? Grâce à Franz Schmidt, bourreau de Nuremberg au XVIe siècle, qui a laissé des journaux détaillés décrivant son quotidien. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil à une journée dans la vie d'un bourreau médiéval. D'accord, mettons-nous dans la tête de Franz Schmidt. Les masques effraient parfois les gens, mais tes collègues les portent souvent pour de bonnes raisons.
D'un côté, ils terrifient les prisonniers, mais ils permettent aussi de dissimuler leur identité et de les protéger contre les représailles, ce qui est particulièrement important dans les cas où la personne condamnée est sympathique ou populaire auprès de la foule. Toi pourtant, tu es fier de ta profession et n'as jamais porté le masque. Selon l'époque ou le lieu, un bourreau pouvait être très occupé, ayant souvent plusieurs victimes à traiter en une seule journée. Par exemple, sous le règne d'Henri VIII, tu avais à peine le temps de faire une pause. Dans des périodes comme celle-là, le bourreau avait vraiment du pain sur la planche. Jeu de mots voulu. Mais le 13 août 1577, il n'y a qu'une seule tâche à l'ordre du jour, et l'homme s'appelle Hans Vogel. Tu viens tout juste d'arriver à Nuremberg depuis ta ville natale de Bamberg, et Hans Vogel sera le premier à passer sur l'échafaud dans ton nouveau boulot. Vogel a été condamné pour meurtre. Maintenant, on attend de toi que tu lui donnes la punition qu'il mérite. Tu as hérité de ce métier en toute légitimité. Ton père t'a transmis ce métier à Bamberg, même s'il n'avait pas vraiment prévu de suivre cette voie. À l'origine, il était bûcheron, mais un jour fatidique, le magistrat bavarois Albrecht II, célèbre pour sa cruauté, a voulu faire pendre 3 hommes. N'ayant aucun professionnel sous la main, il a choisi ton père, Heinrich, au hasard dans la foule, et l'a forcé à accomplir la tâche. Ne voulant pas rejoindre les 3 hommes, ton père a obéi au tyran. Mais une fois que ce fut fait, plus personne au village ne voulait avoir affaire à ton père. Malgré cela, tu l'as suivi dans ce métier. C'était en 1573 que tu as commencé à exercer sous la supervision de ton père. Tu avais 18 ans et depuis, tu as accompli tes fonctions 361 fois. Tu as été occupé. Tu as aussi infligé 345 punitions mineures qui incluent des choses comme des flagellations ainsi que des amputations d'oreilles et de doigts. Tu as aussi exécuté des criminels par l'épée, la corde, le bûcher, la noyade et, dans les cas particulièrement graves, sur la roue. Tu ne sais peut-être pas ce que c'est, mais ça semble douloureux, non ? Malgré tout cela et la nature généralement déshonorante de ta profession, tu es un membre respecté de la communauté grâce à ta piété. Tu es l'homme qui va envoyer Hans Vogel dans l'éternité, donc tu as appris à le connaître. Un bourreau à la hache crée souvent un lien avec le prisonnier, et s'il était gravement blessé ou malade, c'est toi qui devrais le soigner pour qu'il guérisse, afin de pouvoir l'exécuter ensuite. Ça te garantit du travail, j'imagine. Remplir tes fonctions exige aussi d'être pleinement compétent en médecine. Dans ce cas, tu pourrais demander un report pour que le prisonnier puisse être exécuté comme il se doit, une fois rétabli. Des prisonniers comme Vogel recevaient souvent des visiteurs, que ce soit leur famille ou parfois des proches des victimes cherchant la réconciliation. Tu crois que le pardon est divin. Un jour, tu as vu un meurtrier condamné recevoir des oranges et du pain d'épices de la veuve de sa victime, ce qui t'a mis en joie. Tu as pris ça pour un signe de pardon. Mais au bout du compte, ton rôle est de rendre la justice au nom de Dieu et de la société. Tu es l'agent qui équilibre l'autorité divine et terrestre. Et aujourd'hui, maintenir cet équilibre signifie mettre fin à la vie terrestre de Hans Vogel. Bien que la famille ou les amis puissent rendre visite de temps en temps, les prisonniers sont le plus souvent visités par des membres du clergé. Les aumôniers rencontrent les prisonniers, essaient d'adoucir leur cœur et s'efforcent de les convaincre d'avouer leurs péchés et de demander pardon à Dieu. Ils lisent à haute voix la Bible, prient, prêchent et font appel aux peurs, aux chagrins et aux espoirs du prisonnier. Les prisonniers se fient de souvent au clergé et à leurs livres de prières illustrés pour imaginer l'au-delà, n'ayant généralement vu que peu d'œuvres d'art. Certaines petites villes ont une église ornée de peintures simples, d'autres non. Certains ont vu le paradis et l'enfer dans des gravures, mais elles restaient trop chères pour les classes populaires, même après l'imprimerie. Les aumôniers qui visitent Vogel apportent leur Bible, gravures sur bois et des eaux-fortes représentant de célèbres pécheurs, de célèbres saints et la mort elle-même. Ils utilisent ces images pour illustrer leurs sermons et donner vie à l'imagerie religieuse. Tu observes souvent les aumôniers guider les prisonniers dans la récitation du Notre Père, lire le catéchisme luthérien et offrir des paroles rassurantes aux condamnés. Ils chantent des hymnes de consolation et parfois même le geôlier se joint au chant. Tout le monde est vraiment sincère dans son désir de préparer Vogel pour son dernier jour.
Devenu professionnel chargé de mettre fin à des vies, tu savais grâce à ton père que ce métier allait bien au-delà d'éliminer les pécheurs. Éliminer quelqu'un en public avait pour but d'atteindre deux objectifs distincts. Le premier est de choquer les spectateurs. On attend de toi que tu crées une scène terrifiante qui aura un pouvoir dissuasif. Les témoins réfléchiront à deux fois avant d'enfreindre la loi. Le deuxième objectif, cependant, est plus ésotérique. En tant que bourreau, c'est ton rôle de réaffirmer à la fois l'autorité divine et humaine. Tu maintiens l'équilibre en orchestrant l'acte depuis la condamnation jusqu'à la procession vers la mort, jusqu'à la toute fin. C'est comme une pièce de théâtre où tu es le metteur en scène. En fait, les gens que tu connais sont tous familiers avec des pièces de théâtre appelées moralité. Ces drames allégoriques, qui se terminent par une leçon morale, mettent en scène des personnages incarnant des qualités morales comme la charité, le vice, ou des abstractions telles que la mort ou la jeunesse. De même, la fin d'un pécheur raconte aussi une histoire dans laquelle les choix d'une personne la conduisent à une leçon morale. Un pauvre pécheur voit l'erreur de ses actes. Il reconnaît et expie ses crimes, et il accepte de servir d'exemple pour la communauté en échange d'une fin rapide et sans douleur, ainsi que la promesse du salut. Comme chacun le sait, le condamné peut demander ce qu'il veut pour son dernier repas. Cela inclut souvent beaucoup de vin et de bière, ce qui dépasse la simple courtoisie. Ce n'est un secret pour personne que laisser un prisonnier boire librement lors du repas du bourreau profite souvent à ce dernier. Tu sais aussi bien que n'importe qui qu'un prisonnier ivre était souvent bien moins résistant. Bien sûr, il y a des inconvénients. Une fois, un vaurien condamné a tant mangé et bu que tu as vu son ventre éclater alors qu'il se balançait au gibet. Tu n'arrives pas à oublier ça. C'est sans doute pourquoi certains prisonniers refusent même de manger ou boire. Vogel termine son dernier repas. Tes assistants l'aident à l'habiller de la traditionnelle robe en lin blanc. Une fois habillé, il attend que tu viennes présider le spectacle public imminent. Le gardien t'annonce avec les mots habituels « Le bourreau est là ». Tu montes sur scène et demandes pardon à Vogel. Vous partagez tous les deux un verre de paix, puis tu te diriges vers le juge et le jury qui attendent le prisonnier. Vogel a déjà avoué, mais malgré tout, tu dois le présenter devant le cour criminel où sa sentence sera prononcée. La salle est richement décorée et les juges portent des robes rouges et noires. Un scribe lit la confession et la liste des infractions reprochées à Vogel. Les jurés délibèrent et choisissent la manière de l'exécution. Vous vous demandez, sera-ce l'épée, la corde, le feu, l'eau ou la roue ? Les jurés ont voté et ils ont choisi l'épée. Pendant ce temps, la foule est devenue énorme. Ces pièces de moralité sont destinées à un large public. Annoncées des semaines à l'avance, elles attirent souvent des centaines voire des milliers de spectateurs. Vogel doit marcher 1 mile pour atteindre le lieu où il trouvera la mort. Son trajet se passe sans encombre, même si ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les prisonniers se comportent pas mal ou causent des problèmes. Un homme ivre est même allé jusqu'à uriner en public en arrivant à la potence. Il a dit qu'il était prêt à passer dans l'autre monde, mais a demandé à pouvoir d'abord croiser le fer et se battre contre 4 des gardes présents. Comme noté dans votre journal, sa demande a été refusée. Conduire un prisonnier à son exécution n'est jamais facile, mais vous êtes doué pour ça. En 45 ans de carrière, vous avez tué 187 personnes à l'épée, n'ayant eu besoin d'un second coup que 4 fois. C'est votre devoir d'être compétent. Être négligent dans ce métier a des conséquences. Dans certaines villes allemandes, si l'épéiste échouait en 3 coups, la foule le saisissait et le forçait à prendre la place du condamné. Les foules sont souvent pleines de ivrognes turbulents, prêts à déclencher une émeute au moindre prétexte si aucune tête ne tombe. Et ces émeutes tournent souvent mal très rapidement. Au moment venu, vous exécutez Vogel d'un seul coup net de la lame. Le juge exprime sa satisfaction pour votre travail et vous répondez « Pour cela, je remercie Dieu et mon maître qui m'a enseigné un tel art ». Bien que le plus difficile soit terminé, le travail n'est pas encore tout à fait fini. Il vous reste encore la tâche banale de nettoyer le désordre. Oui, vous n'êtes pas seulement la vedette du spectacle, vous faites aussi le ménage et on attend de vous que vous nettoyiez le désordre et que vous vous débarrassiez de la carcasse. Par curiosité, certains restent pour regarder. Vous l'ignorez, mais en 1617, vous prendrez votre retraite et débuterez une carrière lucrative de consultant médical.
Et en 1634, vous recevrez des funérailles nationales dans le cimetière le plus prestigieux de Nuremberg. Vous serez enterré à quelques pas seulement de légendaires artistes comme le peintre Albrecht Dürer et le poète Hans Sachs. Et vous aurez accompli tout cela sans jamais porter de capuche, pas une seule fois. Alors qu'en pensez-vous? Quel genre de vie serait-ce? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de nos autres vidéos de Weird History.